tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bernard Di Martino, qui est à la fois sur l'université de Corse à Corte et dans l'équipe Ange. Donc, comme vous voyez sur le titre, en fait, il collabore avec pas mal de personnes ici dans le laboratoire. Et donc, il va nous parler d'hypercodicité d'équations de l'air à surface libre et des modèles multicouches associés. À toi. Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci aux organisateurs pour cette invitation. C'est pour moi l'occasion de vous présenter quelques travaux qu'on a réalisés ces dernières années. Principalement, d'ailleurs, dans le cadre de laquelle je suis tenu en mois de décembre. C'est des travaux qui sont en collaboration avec Edwige Leski, Julien Guillot et Jacques Saint-Paris qui sont dans cette salle. Et donc, je les remercie pour m'avoir permis de travailler sur ces travaux, ce domaine avec eux. Donc, les sujets qui nous intéressent, en fait, ce sont des problèmes sur les équations de l'air à surface libre. Et on va étudier l'hyperbolicité. L'équation de l'air à surface libre, je vais aller assez rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est la zone en bleu qui est ici. Donc, c'est un fluide et une surface libre qui s'écoule sur une bathymétrie qui, elle, est fixe. Donc, les deux choses qui vont nous intéresser, on va supposer que le fluide est homogène, la densité constante, mais par contre, la surface peut bouger au cours du temps. C'est un lac, par exemple. Et les deux choses qui vont nous intéresser, en fait, ça sera la hauteur du fluide et la vitesse, qui a trois composantes, U, V et W. Alors, au niveau de la rotation, S, c'est ce qui est à la surface. Vous avez normal à la surface, vous aurez la vitesse à la surface. Et tout ce qui est un petit b, pour sa performance de fond, donc vous ZB qui est le coût de fond, et une normale au fond. Alors, souvent, en fait, je travaillerai uniquement avec une vitesse U, sachant qu'on peut travailler sur U et V, mais au niveau de la rotation, c'est beaucoup plus compliqué, donc on va rester U et W. Par contre, il faut différencier la vitesse verticale et horizontale pour tout un tas de raisons qu'on va voir. Alors, une des grosses difficultés, en fait, quand on veut étudier ces écoulements, c'est qu'en fait, ils sont dans un domaine qui varie au cours du temps. Puisque la surface peut bouger, au cours du temps, ça va varier. Donc, en fait, il y a plusieurs approches pour contourner cette difficulté. Je vais en citer deux, parce que c'est deux que j'ai utilisées par suite du papier. Une, c'est de transformer un domaine fixe. Alors, la méthode la plus classique, pour ceux qui ont entendu parler, c'est la transformation sigma. C'est souvent ce qui est utilisé en sonographie. On ramène un domaine fixe, on dit que le fond, c'est 0, la surface, c'est 1, il y a juste une transformation géométrique à faire. L'inconvénient de cette transformation, c'est que d'habitude, elle vous complique beaucoup les opérateurs. La deuxième approche qu'on va faire, en fait, c'est de l'intégrer. Donc, on va intégrer sur la verticale. Si on intègre directement, on obtient ce qu'on appelle le modèle de Saint-Venant. On intègre sur toute la couche d'eau. Donc, en fait, on travaille sur un domaine qui est ensuite que de type. Donc, ça, c'est en gros les approches, je dirais, classiques. Et qu'est-ce qu'on va faire, en fait, dans ces approches? On va faire ça pour les équations qu'on appelle l'équation de l'air hydrostatique à surface libre. Dans cette équation, en fait, vous avez ici deux équations. Hein. Vous avez une équation d'incompressibilité, on suppose que c'est incompressible. Et vous avez une équation de transport de la quantité de mouvement, l'évolution de la quantité de mouvement, de conservation de la quantité de mouvement. Et on suppose ici que la densité est constante, qui est égale à 1. Donc, en fait, on retrouve avec cette équation l'hypothèse statique nous disant qu'en fait, la pression, en fait, c'est simplement lié au poids de l'eau que vous avez en gros. Ces équations sont complétées par deux équations qui traduisent ce qui se passe au fond, en surface. Alors, au fond, c'est juste une condition géométrique. Il faut que la vitesse horizontale et la vitesse verticale soient parallèles au fond. Et en surface, vous avez ce qu'on appelle une équation cinétique, une condition cinématique, pardon, qui vous dit en fait qu'au niveau de la surface, votre fluide va suivre cette surface. Bon. Il y a une équation d'énergie, mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser le plus là-dedans, savoir qu'on a une équation égalité de Fernand d'énergie qui est donnée ici. Donc, pour approcher ces équations, je vous l'ai dit, la première approche qu'on va utiliser, c'est une méthode d'intégration. Alors, on ne va pas intégrer les équations directement de la surface au fond, qui donnerait le Saint-Venant. On va le faire arbitrairement sur des couches. Donc, on définit en fait les indices Z, alpha plus 1,5, donc c'est des interfaces. Celle du fond, c'est des interfaces qui est au fond, donc en fait, celle-ci soit complètement imperméable, vous ne passez pas à travers le fond. Vous allez avoir donc un choix arbitraire de couche ici, on a mis 4. La surface, elle, ça va être définie par la Z N plus 1,5, ça sera la dernière couche en haut. Et les couches ici d'épaisseur complètement arbitraire. Alors, ce qu'on va faire pour l'épaisseur, couramment, on prend en fait 1 sur N,
fois la hauteur de l'eau. Donc ici, on a la hauteur H, donc ici, ça sera H4, 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 H4. Alors, ce sont des couches qui n'ont rien de physique. Il faut comprendre que l'eau va pouvoir se passer tranquillement entre ces couches. Et au niveau des grandeurs, puisqu'ici, c'est quelque chose qui est proportionnel à H, les inconnus qui vont être acceptés, ça sera H. Donc, si on intègre maintenant nos équations sur chacune des couches, ce qu'on va obtenir, ça fait qu'on va obtenir une vitesse moyenne. Alors, on va commencer par lisser par 1 qui est en bas, et puis on monte à terre. Donc, on a eu U1, c'était la couche la plus basse, U2 fois U4. Et en fait, on peut voir ça aussi comme une approximation P0, simplement de la décomposition de notre écoulement. Dans chaque couche, on va avoir une vitesse moyenne, ça ne dépend pas de la verticale. Donc ça, c'est un développement qui a été fait il y a quelques années, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais donner simplement les équations. En fait, on a deux jeux d'équations, une équation simple pour la hauteur d'eau, en fait, on dit qu'elles sont toutes proportionnelles, mais en fait, nous, on fait la somme de toutes ces équations, en fait, on a juste une équation pour H, et après, on a une équation pour les quantités de mouvement, hein, donc tout ce qui est transporté par couche, donc l'inconnu, si c'est U alpha, si on sort de H alpha, ça va me donner H, dans cette équation-là, avec en fait des termes de flux à travers les différentes frontières. Parce qu'en fait, l'eau peut passer, c'est complètement arbitraire, il n'y a pas de raison que l'eau ne passe pas d'une couche à l'autre. Donc, on a une expression pour ces flux. En fait, ici, je vais écrire cette équation-là directement en créant dH alpha sur dt plus juste dx h alpha égale g alpha plus ADP, donc le flux. En fait, ce flux, c'est juste ce qui se passe à une chose. Évidemment, le flux est dû au fond, et le flux est dû à la surface, hein, parce que, donc, évidemment, on peut encore écrire l'équation d'énergie dans ce cadre-là. C'est un tout petit peu plus long à écrire, parce qu'il y a des flux à l'interface qui apparaissent. Mais voilà, ça, c'est un modèle qui, je dirais, fonctionne bien. En fait, il a été utilisé, par exemple, principalement pour développer le logiciel FreshBoost. Ces équations-là qui sont utilisées sur un maillage en triangle, je dirais, avec une interprétation cinétique. Et là, je mis, alors ça, c'est sur la page de FreshBoost, je ne suis pas trop cassé la tête, j'ai mis 3 applications qui ont été faites pour ce code. Une, c'était le cas des simulations de tsunami, donc le domaine doit avoir plusieurs centaines de kilomètres. Une qui est l'étude sur la Lagrangienne, donc ce qu'on appelle un raceway, c'est une espèce de circuit pour produire des algues, où il faut le remettre en mouvement, pour savoir si l'algue proche de la surface pour être solide. Et une ici, c'était l'analyse des saumures dans la Vilaine. La remontée de saumures dans la Vilaine, savoir pourquoi il y avait des remontées de. Donc, en fait, le code marche bien. On se dit, bon, c'est très bien, on est déjà content. Voilà. Mais bon, on va essayer de faire un peu de maths dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, en fait, donner des informations sur le jeu d'équations, hein, le jeu d'équations qui est ici, à savoir dans quel cadre on va pouvoir utiliser ces équations. Alors, c'est non visqueux, le cadre qui semble le plus naturel, c'est le cadre hyperbolique. Donc, c'est un peu ce qu'on va étudier dans la suite de cet exposé. Alors, avant, je vais faire 2 cas un peu particuliers. C'est le cas où on est justement visqueux. On prend les mêmes équations, on rajoute de la viscosité. C'est quelque chose que nous avons traité avec Boris Astro et John Penel il y a quelques années déjà, où en fait on peut montrer qu'on a une stabilité globale. Alors, ceux qui connaissent, il faut faire ce qu'on appelle la BD d'entropie, puis après il faut utiliser des estimations de Meillet-Vasseur, essayer de passer un peu, pour combiner tout ça, faire une petite couche et passer la ligne. Donc en fait c'est ce qu'on a fait là. Et en fait on sait construire des solutions approchées. On a aussi écrit, en fait, je n'ai pas mis le papier, donc enfin on n'a pas publié en fait, le papier où on peut construire des solutions approchées. Donc en fait on a l'existence des solutions dans le cas visqueux. La question que l'on se pose ici, donc ici on est un cas non visqueux, donc on va sortir de ce cadre-là. Alors dans le cas non visqueux, en fait, il y a d'autres types de modèles qui sont souvent utilisés, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, au sens où c'est des modèles qui ont des densités différentes dans les couches. Souvent, ça a été utilisé au niveau de Gibraltar, où en fait, on considère qu'il y a une entrée d'eau qui est peu salée de l'Atlantique, et il y a une sortie d'eau qui est très salée de Méditerranée. En fait, ce sont 2 couches qui ne se mélangent pas. Donc, ce sont 2 couches qu'on appelle non miscibles. Comment on se fait dans ces cas non miscibles? Donc, en fait, les équations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en fait, l'idée globale, c'est qu'on regarde. Souvent, il travaille quand même 2 couches. Hein. Donc, en fait, on peut montrer en fait, que le système de couches, en fait, il n'est pas toujours hyperbolique. C'est 2 couches à densité variable, enfin, avec des densités différentes dans chacune des couches, mais pas toujours hyperbolique. Il y avait une condition, et l'interprétation de ça, lorsque vous avez cette condition, ça veut dire quoi? En fait, on perd l'hypotéticité quand les forces
je dirais, entre deux couches, enfin, des traînées entre deux couches, de force de frottement, pas de grande force de frottement, mais en fait, le stretching je entre deux couches, et supérieur, en fait, une force de lenteur qui fait que la couche légère a envie d'être en haut et la couche lourde d'être en bas. Donc, si vous avez cet équilibre qui est un peu rompu, il y a quand même des questions très grandes, ou par exemple, dans ce cas-là, où que les densités sont plus proches, alors en fait, vous perdez un peu votre. Ça, c'est en un point ou c'est en moyenne? Ça, c'est une perte d'hypoécité, c'est globalement, en fait, on étudie ça à un point. En fait, toute l'étude que je vais faire, c'est on fixe T, on fixe X, et on regarde les profils en ce moment-là. Donc, là, vous avez 4 données dans le code monétique, vous avez U1, U2, H1, H2, pardon. 3 et 2 sont fixés. Vous avez un système de 4 équations à 4 reconnus. Et j'ai mis ces dessins parce que c'est intéressant, c'est un peu ce qu'on essaie d'utiliser à un moment donné. C'est ce qu'on fait, on lance. C'est le système cascade. Donc, en fait, il faut trouver les valeurs propres. Pardon, les probabilités, c'est rechercher en gros les valeurs propres d'un système, montrer qu'elles sont réelles. C'est un système matriciel. Donc, quand vous avez un système 4-4, on peut le faire à la main, formellement, une méthode de Ferrari, mais c'est lourd, surtout formellement avec tous les quotients. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils tirent quelques milliers de tests, mettant des U1, des U2, des H1 et des H2, et puis regardent dans quel cas la matrice est la valeur complexe, la valeur propre complexe, ou pas. En fait, il faut mettre une limitation qui est ici, qui permet de donner un peu une indication de comment on va trouver la séparation. Alors, il faut voir qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a d'autres zones en fait, où ça redevient stable. Ça redevient donc, un peu plus loin, il y a un peu plus de stress. Mais en gros, il faut ça. Donc, ça, c'est des idées qu'on a un peu regardées. Alors maintenant, je vais attaquer notre problème à nous. Notre problème, pardon, c'est donc celui qui est ici, hein, ces équations-là. Alors, le cas particulier que tout le monde connaît, c'est n égale 1. Donc, il n'y a qu'une seule couche. L'équation se traduit de cette façon-là. On mettra le cas z égale constant, parce que sinon, on va pas se concentrer pour avoir un zb. En fait, l'équation, vous l'écrivez sous la forme qui est ici, une sorte d'équation de transport matrice, et il faut calculer les valeurs propres de cette matrice. C'est pas un problème particulier. Si H est strictement positif, vous obtenez deux valeurs propres qui sont plus une racine de GH et une plus de racine de GH qui sont distinctes. Donc, on dira que le système est strictement hyperbolique parce que les deux valeurs propres sont distinctes. Bon, mais ça venant, je dirais que je l'ai mis juste petit explicatif parce que ça, on sait faire depuis longtemps, n égale 1. Une avancée, c'est n égale 2. Alors, n égale 2, je vous ai mis ici le jeu d'équations qui rentre en jeu. Hein. En fait, ça a été étudié par Nina, qui est pas loin, Emmanuel Odius, Evie Lumenski et Martin Parisot, il y a quelques années, où en fait, ils ont montré, en tout cas en dimension 1, que vous avez, cette fois-ci, trois valeurs propres qui sont réelles et distinctes. Donc, vous avez une qui est la valeur moyenne de la vitesse à chacune des couches, puis vous avez deux autres valeurs propres qui sont données ici, qui sont réelles et distinctes, et le système est strictement hyperbolique. Bon, alors on se dit, bon, c'est bon, n égale 1, n égale 2. Alors, de passer à n égale 3, ça devient compliqué, parce que 3, vous avez 4 inconnus, vous avez H, U1, U2, U3. Donc, on se dit, bon, on peut faire tout à la main, ça ne donne pas grand-chose. On s'est posé la question de faire un peu la méthode que je vous montrais tout à l'heure, en tapant aléatoire des valeurs U1, U2, U3, U4, et regardez ce que ça donne. Et en fait, là, ça nous donne des endroits où le système n'est pas hyperbolique. Alors physiquement, déjà, on n'a pas réussi à déterminer à quel endroit. On va trouver des valeurs sur lesquelles ce n'est pas hyperbolique, mais en fait, on se retrouve à un espace de dimension 4. Il y a un peu des formes un peu bizarres. Des fois, on se dit que ce n'est pas nécessairement la différence de vitesse entre deux couches. Hein. Des fois, on peut avoir des vitesses entre deux couches qui est très très grande, mais en fait, ça reste hyperbolique. On va avoir des exemples. Et des fois, on n'a pas réussi à déterminer proprement où était l'endroit où ce n'était pas hyperbolique, mais c'est un peu ce que je vais montrer par la suite. Donc, on sait que l'hyperbolicité, c'est mort, de façon générale. Par contre, on va essayer de déterminer, comme ils ont fait dans le code bicouche avec deux densités, de savoir est-ce qu'on peut déterminer les zones où c'est hyperbolique et les zones où ce n'est pas hyperbolique. Ça serait déjà bien de déterminer, de dire voilà, la plupart des écoulements, c'est un peu normal. Sur des écoulements où il y a entre deux couches, il y a une énorme différence de vitesse, peut-être que c'est là-dessus que c'est mort. Mais ce n'est pas très grave, c'est ce qu'on ne se compte pas dans la nature, parce que les couches, elles sont arbitraires, on peut prendre comme on veut, on peut prendre plus petites, et normalement, on ne devrait pas avoir de très grandes variations. Donc en fait, on peut écrire des équations. Alors il faut un peu faire de manipulation quand même pour arriver à avoir une écriture assez simple.
Donc, on peut écrire les équations sous cette forme-là. Ce n'est pas tout à fait la forme que je vous montrais tout à l'heure, mais simplement comme M sur la matrice inversible, je peux écrire M-1. Quand l'indice N plus 1 me donne la taille de la matrice. Il y a N couches plus l'équation H, donc il y a N plus 1 ligne de la matrice. Donc, c'est une forme qui est assez jolie. La matrice M, c'est pratiquement la matrice identité. Il y a des termes qui sur la première colonne. Et la matrice A, c'est presque une matrice triangulaire inférieure. On va voir qu'il y a un petit terme qui va traîner sur la dernière ligne, la dernière colonne. Ça, c'est dit en fait que ce soit pour ici, c'est en fait, quelque part, c'est l'équation de masse qui apparaît là-dedans. L'équation de masse est un peu différente de l'équation de quantité de mouvement. Donc, il y a une équation H, automatiquement, vous allez retrouver ce petit morceau qui va traîner quelque part. Donc, on a été courageux, hein, on s'est dit, on va calculer le déterminant de façon un peu formelle, pour savoir si on peut tirer quelque chose de cette expression. Le déterminant, ben, c'est un polynôme de degré n plus 1. De façon générale, dire si dans un polynôme de degré n plus 1, vous avez des racines réelles ou pas, enfin, vous avez des racines réelles ou pas, c'est pas très grave. Donc, en fait, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a obtenu ce polynôme? On a pu traiter quelques cas. En fait, les quelques cas qu'on a traités, ça nous permet un peu de comprendre que justement, ce n'est pas un problème de différence de vitesse entre les couches. Les quelques cas qu'on peut traiter, c'est le plus simple, c'est par exemple, on va essayer d'annuler les termes ici. Donc, on va dire que si toutes les couches ont la même vitesse, ça c'est bien, tout ça c'est bien. Donc, on va trouver quelque chose qui va ressembler à quelque chose qu'on connaît. Dans le cas où le même cas qu'on peut traiter, c'est en fait, elles sont presque toutes à la même vitesse. Donc, on a un certain nombre M qui sont, par exemple, N sur 2 qui sont à une vitesse, N sur 2 qui sont à l'autre. La plupart des termes, c'est limite, il en reste quelques-uns, mais ça, on sait traiter aussi. Et le troisième cas qu'on a pu traiter assez facilement, c'est par exemple quand les cas ici, toujours le même. En fait, quand la croissance est linéaire. Si la croissance est linéaire, ici, c'est juste un coefficient. Ici, c'est un coefficient qui correspond à cette croissance. Donc, je vais vous présenter ces deux cas, enfin, ces trois cas un peu rapidement. Alors, on en traiter un ou deux autres. Là, c'est le cas, ce qu'on appellera achat au moteur, c'est que toute la couche soit à la même vitesse. Alors, dans ce cas particulier, en fait, on trouve deux valeurs propres qui sont plus ou moins racines de GH et plus racines de GH, c'est ça qu'on trouve dans le modèle Saint-Valent. Et on trouve en fait N, enfin la valeur propre U bar, donc la vitesse qu'on a imposée, qui est l'utilité N-1. On peut montrer quand même que le système est diagonalisable parce qu'on trouve les vecteurs propres qui sont associés. Hein. Et la démonstration, c'est juste une question d'avance, le terme s'est divisé sur ça. Vous avez un polynôme en ordre N-1 ici, mais pour les racines sont triviales, et au-dessus ici, pour les racines sont triviales, c'est ce qu'on a dessus. Donc c'est déjà bien encourageant qu'on retrouve un peu ce qu'on a, l'idée un peu de ce qu'on avait en dimension avec une couche. Deuxième cas, c'est dans ce que je vous disais, imaginons que jusqu'à J, on ait une vitesse, et à partir de J, on a une deuxième vitesse. Donc là, on sépare, on a deux couches. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, les valeurs propres sont toujours réelles scalaires. Même si l'écart entre la vitesse des deux couches est très grand, hein, même si delta U est très très grand, ça marche bien. Et en fait, on peut montrer que si le nombre de couches est pair, on peut couper exactement pile au milieu, par exemple, et on retrouve exactement les vitesses, les valeurs propres qu'on a dans le modèle qui est le modèle bicouche. À ceci près que on a d'autres valeurs propres qui apparaissent, qui sont la moitié des autres qui sont égales à la vitesse de la première couche, et la moitié des autres qui sont à la vitesse de l'autre couche. C'est un peu à ça qu'on peut s'attendre, parce que c'est comme si on avait deux couches de même vitesse. Alors, c'est comme si chacune des couches, on est décomposé avec un modèle multicouche. Le troisième cas. Et ici, cette fois-ci, on a un profil linéaire. En fait, l'alpha, c'est une zéro, plus alpha, c'est un delta U. Donc, UN, c'est pas delta U. Donc, si on fait ça, en fait, on trouve aussi assez facilement, le calcul, en fait, on trouve deux valeurs propres qui sont un peu en dehors de la zone. C'est U moins racine de GH plus ça, c'est l'écart type. Et en fait, on trouve des valeurs propres pile au milieu entre les différentes vitesses. Donc, si par exemple, une vitesse est 1, 2, 3, 4, 5, je trouve une valeur propre 1, 2, 1, 2,5, 2,5, 3,5, 4,5, qui sont là, plus les deux extrêmes. Mais en fait, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. On n'a pas su aller plus loin. Alors, il y a encore 2 ou 3 cas qu'on s'est traités, un peu particuliers, où on fait en fait les UI, ils sont inversés à chaque fois. Un coup, c'est moins U, plus U, moins U, plus U, enfin, c'est comme ça qu'on peut le faire. Mais en fait, on n'a pas de cadre général pour faire ça. Alors, ce qu'on s'est posé comme question, c'est qu'est-ce qui se passe en fait sur les équations de l'air à surface libre de façon un peu plus générale. Et au lieu de regarder ce qui se passe dans notre système, en fait,
On se dit, ben, si on va pas faire la discrétisation, on va regarder les équations de départ. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Alors, évidemment, le cadre classique des équations partielles, c'est pas faire. Parce que est-ce qu'on peut dire qu'elles sont elliptiques? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de matrice au début, donc on peut pas. Donc en fait, on s'est intéressé à plusieurs travaux, des travaux de Zakharov, qui a en fait proposé une transformation géométrique qui permet en fait de ramener à un domaine à une forme d'équation qui est un peu plus sympa. Donc l'idée de base, là, c'est que je vous parlais tout à l'heure de la transformation sigma. La transformation sigma, c'est une transformation qui est assez simple. Le problème, c'est que les opérateurs sont assez moches derrière. Ça peut être transformé. Au début, vous avez un domaine qui bouge au cours du temps. Vous trouvez un domaine fixe, mais par contre, des opérateurs de dérivation dans ces opérateurs-là ne sont pas bons. L'avantage de la transformation qui a été proposée, c'est qu'en fait, les opérateurs de dérivation, enfin, la transformation de l'équation, c'est quelque chose qui est assez utilisable. Une des grandes idées en fait, pour ce traitement-là, c'est en fait des travaux de Teshukov 85. Heureusement, le papier que je me trouve en russe n'est pas toujours évident à lire. En fait, c'est là qu'il y a déjà en gros les grandes idées de ce qu'on peut faire. Et en fait, sans avoir énormément de démonstrations à l'intérieur, c'est souvent expliqué voilà, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va trouver en fait, les valeurs propres. En fait, il va définir une notion d'hyperbolicité qui est un peu élargie par rapport à celle qu'on connaît. On connaît l'hyperbolicité en disant les valeurs propres de matrice, puis il va plutôt regarder les spectres opérateurs. C'est pas très loin, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, en fait, il a défini des critères, justement, pour lesquels comment son stade, son permis. En fait, c'est des travaux qui ont été repris par la suite, dans certains cas, pour étudier certains types d'écoulement, quand c'est monotone, pas monotone, ainsi de suite. Et les derniers qu'on a trouvés, c'est des travaux de Chekhov, Gafribuk et Pavlov, sur la stabilité, qui donnent des critères de stabilité. Quand c'est que ça va être stable, quand c'est que ça va être pas stable. Donc, l'idée, globalement, c'est faire une transformation géométrique qui va transformer un domaine 0, 1 en un domaine qui va de moins élevé à état. Cette transformation géométrique, il faut montrer, hein, parce que vos enseignements, c'est comme ça. Ce qu'on va espérer, c'est quand même qu'elle soit objective, qu'elle soit difféomorphique quelque part, pour pouvoir passer d'un domaine à l'autre assez facilement qu'on en a besoin. Donc, en fait, elle est donnée par ceci. Yann Boignet il appelait ça la Lagrangienne foliation. Je pense que c'est de lui ce nom-là. En fait, l'idée, c'est que vous avez cette équation que vous allez résoudre. Donc, vous fixez une fonction phi, un seul initial. Hein, donc, au fond, elle vos LB. Donc, ici, elle vos LB. En surface, vous voulez qu'elle vaille état. Ça, c'est l'instant initial. Et en fait, après, vous devrez simplement qu'elle résolve cette équation, où le U que vous avez ici et le W sont les solutions de votre équation. Alors, quand vous faites ça, donc, il faut étudier cette transformation, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir écrire que Z qui est ici est égal à un phi de lambda là. Ici, quand vous avez lambda égale 0, normalement, vous avez Z qui va être égal à ZT. Quand vous avez lambda égale 1, vous pouvez avoir Z égale θ. Il faut montrer, pour l'instant, c'est juste un peu une affirmation, mais on peut s'attendre que quand lambda égale 1, phi n'est rien d'autre que θ autant t égale 0 ici. Donc, en fait, vous allez avoir d sur de t plus u, dx θ égale w, c'est une équation exactement pour un trajet d'évolution de la surface. Et au fond, c'est pareil, puisque zb, une fonction qui ne dépend pas du temps, donc ceci ici, vous avez bien du u, dx zb égale w au fond, c'est bien votre condition de w. Ce n'est pas une démonstration, là, c'est juste avec des mains pour comprendre comment ça marche. Donc, on s'est amusé un peu à faire la démonstration avant. La transformation, c'est Z égale phi de lambda. Donc, en fait, on a un G de Z, on peut dire que c'est un G de phi de lambda, ce qu'on va appeler G type de lambda. C'est juste une notation pour le G type de lambda. On redéfinit une nouvelle variable qui s'appelle G type de lambda. Alors, on passe vite, donc je ne vais peut-être pas rentrer au gros dans les détails. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, on s'est amusé à montrer en fait que si les conditions sur état U et W sont assez régulières, en fait, si ces fonctions sont assez régulières, il ne faut pas leur arrêter. Alors, on va aller montrer que la fonction phi existe, une solution unique, et en plus que la transformation qui transforme le domaine oméga en oméga est un CS différent. Donc, si on a une solution assez régulière, on peut montrer ça. Évidemment,
Alors, la preuve, j'ai marqué, en fait, c'est juste, le plus difficile, c'est qu'il faut penser à étendre le domaine, en fait, puisqu'on est domaine d'humanité, il faut étendre à ARN. Donc, il faut agrandir le domaine et montrer ensuite les méthodes caractéristiques et le théorème de Cauchy-Lipschitz qui est utilisé. Alors, l'avantage de cette transformation, c'est qu'en fait, quand on transforme notre variable qui est u de tx, alors c'est dxz, z c'est phi de lambda, alors on se retrouve avec une variable fictive. Et ici, on a trouvé une variable h tilde qui n'est rien d'autre que la dérivée en lambda de phi, qui vérifie le système d'équations ici. Alors, ceux qui sont habitués peuvent voir que ce système d'équations ressemble beaucoup au système d'équations de Saint-Venant. Ce n'est pas exactement le système d'équations de Saint-Venant, mais il ressemble beaucoup au sens où on a un dh dt plus un dx h égale 0. La grande différence, c'est qu'ici, déjà, h est une fonction qui dépend de la variable verticale. Saint-Venant, h ne dépend pas de la variable verticale, ici, h dépend de la variable verticale. La deuxième équation, ça ressemble beaucoup à l'équation qu'on a aussi dans Saint-Venant. Alors, la différence, c'est qu'ici, on n'a pas h, on a l'intégrale de h dépend de la verticale, et l'intégrale de h, d'ailleurs, c'est la grande petite h. En fait, je rien d'autre que l'intégrale de c'est l'intégrale de la dérivée de phi par rapport à lambda, et quand j'intègre entre le haut et le bas, je retrouve la valeur en haut. Donc en état, moi, la valeur en bas, j'ai p, donc j'ai petit h. Donc ça, c'est ce qui est la propriété la plus intéressante. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un système thermodynamique qui est celui que j'ai réécrit ici, qui est le système de l'air hydrostatique à surface. Et ici, on a le système dans le domaine qui est fixe cette fois-ci, qui s'écrit sous cette forme-là. Il y a un lien entre les deux formulations. C'est que grand H est l'intégrale petit h, grand H est aussi le défi sur les lambda, et que le U tilde, ben, c'est l'U tilde de lambda, c'est le phi de lambda. Phi, c'est notre fonction qui permet de passer d'un espace à l'autre. Alors, on peut se poser quelques questions sur déjà ce truc-là. En fait, il faut voir que on sait qu'il existe un temps t pour lequel la fonction phi est définie, mais en fait, ce temps est petit. Enfin, il peut être petit. Et on a du mal un peu à savoir. En fait, quand on regarde ces modèles-là, ce que j'ai ici, en fait, si on regarde les solutions stationnaires de ce modèle-là, on élimine le terme qui est le terme en temps. Les solutions stationnaires de ce modèle sont les solutions stationnaires ici. Ce sont aussi les solutions stationnaires ici, pour la transformation. Par contre, les solutions stationnaires ici ne sont pas les solutions stationnaires ici. Ça, c'est un peu, au début, c'est un peu perturbant, c'est bien, mais en fait, c'est un peu logique. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de mettre en évidence une des limitations de la transformation. Hein, donc, on prend une solution stationnaire, on prend un état qui ne prend pas de temps, on fixe. On prend un U qui ne dépend que de la variable Z. Alors, les équations d'évolution de phi, c'est cette équation-là. Juste écrit, cette fois-ci, j'ai repassé l'équation précédemment. Et en fait, on peut s'amuser à remettre des cas particuliers, par exemple, f de phi égale phi. Un cas particulier, cette fois-ci, on trouve sur Burger. Et Burger, malheureusement, on sait qu'il y a un temps limite sur lesquels les solutions sont régulières, et on ne sait pas tout ce qui se passe. Donc, en fait, voilà, ça veut dire qu'en fait, quand on fait la transformation, en fait, vous ne pouvez pas dire que j'ai une fois la transformation est variable pour tout le temps. Elle sera variable sur un temps qui sera limité par votre U. Donc là, quelque part, la régularité, en fait, la forme de U en tout cas. Ce n'est pas une question de régularité, parce que là, c'est U égale phi, par exemple, ça marche, on est limité assez rapidement. Et c'est bien régulier. Donc, il y a quand même l'intérêt de la transformation, en fait, c'est de pouvoir mettre des équations sous la forme, sous la forme suivante. Donc, ça, c'est la forme suivante. En fait, on peut dire que c'est pas une forme quasi linéaire. En fait, on peut la mettre sous forme matricielle, pratiquement. Mais en fait, ici, on a une matrice un peu particulière, une matrice d'opérateurs. Donc, au lieu d'avoir, quand on avait le cas de Saint-Venant, en fait, on a juste G ici. C'est facile de calculer une valeur propre. Là, dans ce cas-là, en fait, on n'a pas uniquement G, on a quoi? On a une intégrale de quelque chose qui joue sur la variable H. Donc, cette fois-ci, on va avoir un opérateur, ce qui va un peu différencier le travail qu'on fait là par rapport à ce qu'il fait dans Saint-Venant, c'est qu'on a un opérateur, et on va se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire sur cet opérateur? Parce qu'il correspond à la valeur propre sur l'opérateur, c'est plutôt de regarder la partie du spectre discret. Donc, en fait, c'est le travail qui vient maintenant, en fait, c'est de regarder un peu ce qui va se passer sur l'opérateur. Et on a ce résultat. On va bouger le petit. Ouais, ça va être plus simple, peut-être. Hop. Voilà. On a ce résultat-là. Donc, en fait, c'est regarder le spectre discret de l'opérateur.
Eh bien, c'est quoi? C'est l'ensemble des points C qui n'appartiennent pas à l'image de U, tel que vous avez cette intégrale qui est égale à 1. Ce n'est pas une définition, enfin, c'est implicite, si vous voulez. Quelque part, il faut résoudre cette équation. Quand on donne un profil U, il faut résoudre bien cette équation. Il faut regarder s'il y a des cas, quand c'est là, dans le plan complet, s'il y a des cas où ça vaut 1. Tchekov, en fait, avait défini déjà ça il y a 85, ça commence à dater déjà. Et sa définition, c'est le point que l'on regarde, si cette relation, celle qui ici, est égale à 1, alors, pardon, s'il n'y a pas de solution complexe à ce problème-là, alors le système est hyperbolique. Alors, j'ai mis une définition parce qu'en fait, c'est une génération de la définition qu'on a sur le système hyperbolique classique des matrices. Là, on dit, on va regarder le spectre. Et en fait, le spectre, on va se dire, on va regarder, en fait, s'il n'y a pas de valeur propre complexe, je dirais, hein, au sens du spectre discret d'opérateur, alors le système est hyperbolique. Plus tard, en fait, il a dit que dans le cas de solutions régulières, il y a uniquement deux valeurs réelles solutions de ce problème. Donc, en fait, s'il y a d'autres valeurs, c'est le spectre, quand il y a d'autres valeurs, toutes les autres sont complexes. C'est ça que ça veut dire, ce terme-là. C'est en fait, il n'y a que deux qui sont réelles, et toutes les autres, éventuellement, s'il y en a d'autres, eh ben, seront complexes. Alors, ça, c'était déjà montré, parce que l'intuition, vous pouvez le retrouver dans les travaux de Bénet, alors c'était en 1973, où en fait, il a pris les équations de l'aération passive, statique, et en fait, avec juste une simple manipulation, en fait, il cherche des solutions spéciales. Alors, j'ai l'impression qu'il y a ici, c'est la direction verticale chez lui. Hein, donc, il regarde en fait des solutions qui ne dépendent pas de x et de t, pour lui. Donc, la vitesse est constante à x et t. Et il regarde en fait qu'est-ce qui est transporté à une vitesse c qui dépend que de h. Et une petite manipulation entre les équations, qui est écrit ici. Et en fait, il trouve cette condition-là. Il dit que la vitesse c, à laquelle se balade cette route-là, ça ne peut être que en fait, les solutions de cette équation, qui est exactement l'équation que je viens de vous montrer pour retrouver les valeurs propres. Il ne peut pas parler des valeurs propres, il ne peut pas parler des spectres, hein, mais il dit, voilà, ce qui est transporté, ça peut être que solution de solution. Enfin, les vitesses de transport, dans ce cas-là, ne peuvent être que ça. Alors, une remarque qui peut être intéressante, c'est qu'en fait, l'équation qu'on a écrite ici, dans le domaine en temps, on l'écrit aussi dans le domaine en Z, hein, dans la transformation. Quand la transformation est valable, on a rejeté ça. Et en fait, elle se retrouve directement, c'est celle que je en fait. Il n'y avait pas dans Béné le terme en H, et directement, lui, il avait écrit ça. C'est la même chose. On a la chose. Dans le cas particulier où U est indépendant de lambda, U est une constante. Si c'est une constante, ce n'est pas difficile. On soit la constante, et on s'aperçoit qu'en fait, il nous reste trois cas. Il nous reste donc, dans le spectre discret U plus moins racine de GH, pardon, U plus racine de GH, comme je disais avant, U moins racine de GH. Donc, c'est les deux contrôles dans le cas de Savenant. Plus, évidemment, notre vitesse critique. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans l'autre problème. Alors, a priori, il n'y a pas de raison que les spectres soient les mêmes. Hein. On a fait une transformation géométrique. Il n'y a pas de raison. Donc voilà ce qu'on retrouve un peu dans ces approches-là. En fait, on peut travailler un peu plus sur le spectre, savoir un peu à quoi il va ressembler. Et est-ce qu'on arrive à avoir des informations sur les valeurs propres et les vecteurs propres? Alors, ce qu'on a montré, c'est que le spectre, en fait, il est réuni dans l'ensemble suivant. Il y a une partie, il y en a que quelque chose peut-être là-dedans. Je ne suis pas sûr à 100%, mais en fait, si on a cette globalité, c'est 0,1 quart, on a une valeur propre réelle dans l'axe U moins racine de G, et U moins qui est le minimum des vitesses. Et pas exactement en haut ou en bas, il peut n'importe où, le minimum de la vitesse, mais en fait, il y a une valeur propre réelle qui est dans ce morceau-là. On a une valeur propre réelle qui est dans ce morceau ici. U plus, qui est le maximum des vitesses que l'on a dans notre profil qui est continu, et U plus racine de GH. Donc là, on est sûr d'avoir une valeur propre réelle ici, une valeur propre réelle ici. Et s'il y en a d'autres, les valeurs propres, elles sont dans le carré ici. Le rectangle, pardon, ici. Il y a une bornée là-dedans, donc elle peut être plus loin, c'est facile à montrer. Elle ne peut pas être plus loin que la partie imaginaire de Z, c'est pas la racine de GH. Donc, juste pour remarquer qu'en fait, là, vous avez qu'il y a une contrainte ici, c'est U tilde appartient à C0 un quart, parce qu'en fait, si la fonction est un peu moins régulière,
Comme on va intégrer son inverse à la formation, par exemple, imaginez que la fonction qui ici, ça, ce soit une racine quatrième de lambda, mais c'est intégral. Au carré, ça va être la racine de lambda, vous allez calculer en primitif, donc vous risquez en fait la fonction. Donc l'idée, en fait, vous retracez dans R la fonction f de c ici. Et ce que vous voulez montrer, c'est que, bon, évidemment, entre les deux vitesses, une minimax, c'est pas défini. Et par contre, quand vous êtes en dessous, enfin, suivant ce que vous avez ici, vous risquez de perdre comme une valeur propre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de penser que c'est égal à 1. Ici, vous risquez de perdre une valeur propre, c'est même l'intérêt sur cet intégral. Sinon, en cas général, ça diverge, vous récupérez une valeur propre quelque part. Plus récemment, il y a eu des travaux de Chesnokov et Pavlov sur, en fait, des propriétés en fonction de U, de savoir si on a une valeur propre complexe ou pas. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est que si U est monotone et que la ligne seconde est différente de 0, alors automatiquement, vous savez que les valeurs propres. En fait, vous n'avez que 2, puisque le reste, on a dit qu'il n'y a pas de. Donc, il faut que la fonction soit ces 2. Si U, alors, je ne vais pas tous les détails, en gros, ici, vous avez 2 qui sont peu définitifs. Donc, si U est croissante avec la dérivée seconde qui est négative au début, puis la dérivée seconde qui est positive, alors vous avez des valeurs propres réelles. Par contre, ça, c'est à peu près la même, vous allez avoir des cas où, en fait, il peut y avoir des valeurs propres complexes. Ce qui veut dire que globalement, ce n'est pas la bonne définition, enfin, ce n'est pas la bonne séparation entre valeurs propres réelles et complexes. Là, il y a des cas où ça marche, des cas où ça ne marche pas. Là, on est sûr que ça marche. Et là, il faut peut-être affiner un peu plus, mais. Alors, ces travaux-là, c'est surtout l'analyse complexe qui permet d'obtenir ça. Nous, on a plutôt regardé ça à partir d'analyse réelle, parce qu'en fait, on voulait faire le cas discret. Et sur le cas discret, j'avoue que traiter d'analyse complexe, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qu'on a fait, alors là, j'ai juste mis le premier, parce qu'on a montré les autres aussi. Donc, en fait, si on se met dans le cas de cas discret, en fait, on obtient la même chose. C'est qu'en fait, si U et C est effectivement monotone, tel que la dérivée seconde, alors la dérivée seconde, comme je dis, dans le domaine lambda, c'est égal à 1, et la dérivée seconde ici, ça n'aide pas, c'est sûrement lambda. Alors, il n'y a que 2 valeurs propres réelles qui sont celles-ci. Enfin, le spectre est limité à 2 valeurs propres qui sont 2 valeurs propres réelles. Dans le cas qui ne marche pas, il suffit de construire un contre-exemple. Le contre-exemple, on l'a construit avec une fonction qui est donnée ici, lambda, c'est la tangente hyperbolique de quelque chose. Donc ça, c'est le cas qui ne marche pas. Et en fait, on peut montrer que si on pose cette valeur de U, on va faire des intégrales, on va se trouver avec des valeurs propres complexes dont la partie réelle est égale à 0. Donc elles sont vraiment, elles envoient une partie imaginaire. Donc ça, c'est un contre-exemple qui correspond, alors si je ne dis pas de bêtises, ça doit correspondre à celui-ci. Donc en fait, on sait construire des cas où en fait ça ne marche pas. Et on sait montrer aussi que ça marche quand il y a les bonnes convexités aux bons endroits. Bon, c'est pour l'instant moyennement satisfaisant, mais on vit avec ça. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est qu'au moins dans ce cadre-là, du code de ces équations, on a une approximation, on a des conditions. C'est-à-dire dans le domaine, une fois qu'on a transformé des équations, on a des conditions de favoricité du système. Donc la question, c'est on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas résoudre directement dans le domaine transformé, qui présente des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que la transformation n'est valable que sur un certain temps. Donc en fait, il faut reprojeter et reconstituer, il faut commencer à calculer une fonction fixe. Ça, c'est l'inconvénient principal. L'avantage, c'est qu'en fait, on écrit le système. On va faire la même méthode qu'avant, mais on va intégrer sur des couches qui sont tout à fait constantes. Ici, j'ai 0,1, je suis en multicouche. L'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de flux entre les couches. Ouais, c'est beaucoup plus peinard à gérer, parce qu'en fait, du coup, on n'a pas la description la foliation lagrangienne, c'est que justement, il n'y a pas de flux entre les couches, parce qu'on va suivre justement les couches c'est et il y a un autre inconvénient par rapport à son transformation, c'est qu'en fait, ici, tout à l'heure, on avait un système en n plus une équation, et là, on a un système avec 2 n équations, parce que h est une fonction qui dépend aussi de lambda. Donc, il faut intégrer là-dessus. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas quand même faire ça, parce que ça va peut-être nous apporter de faire avancer dans le public, peut-être là, moi, on a des critères pour dire en fait, on est hyperbolique. Des fois, on n'est pas. Ils ne sont peut-être pas originaux, mais moins ça.
Alors, l'avantage de la factorisation, en fait, on a une approximation très exacte. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? En fait, on peut écrire cette fois-ci le système. Alors, mon modèle connu, c'est UN et HM, c'est des vecteurs, UN et HM. Je peux écrire le système sous la forme de cette équation, ou comme en cas discret, en fait, qui m'intéresse cette fois-ci, c'est les valeurs propres de la matrice. Ça, c'est une matrice, c'est une vraie matrice, ça, cette fois-ci. Donc, en fait, je vais avoir les valeurs propres de la matrice. La matrice, elle n'est pas très difficile. En fait, ici, vous avez une matrice diagonale U. Donc, c'est du U de 3 sur la diagonale. Vous mettez la même chose là sur la matrice ici. Ici, vous avez les HH de H3, et puis ici, vous avez une matrice qui est en gros, vous avez les gamma 1, les gamma 2, les gamma 3, donc tout ça, là, c'est dans ce plan, mais juste avec des valeurs identiques dans chaque ligne, dans chaque colonne. Donc, on peut se dire, ben voilà, là, on a un système matriciel, là, on peut calculer les valeurs propres, on peut s'amuser à les regarder, on s'aperçoit que les valeurs propres, en fait, elles sont exactement données, enfin, le spectre est donné par ceci. Enfin, c'est les valeurs propres, pardon, c'est un carré matriciel. Donc, on est bien donné par ceci, des valeurs propres. Ça, c'est exactement la discrétisation de l'intérêt que j'avais dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est quand on discrétise, le discrétiser du problème me donne le spectre, enfin, la condition sur le spectre qui est de discrétiser la condition qu'on avait en continu. C'est déjà ça. Alors, cette partie-là, c'est juste qu'on a plusieurs parties qui se retrouvent. On a plusieurs fois la même valeur. Alors, il est cool de cette valeur-là, je tiens un élément du spectre. Pardon. Il y a une valeur propre, on a vu, par exemple, on a dit, même le multicouche, quand on prend toutes les valeurs identiques, en fait, cette valeur-là est automatiquement une valeur propre. C'est la même chose ici. En fait, si les valeurs sont toutes différentes, ça disparaît. Il pourrait se trouver, en fait, les solutions de ceci. Et ça, c'est beaucoup. C'est agréable a priori, puisqu'ici, c'est juste une somme, vous avez des fonctions, vous savez. Vous n'avez pas avoir intégral, vous avez juste une somme, vous n'avez plus qu'à calculer votre somme et calculer, voir ce que ça donne. Donc, on est presque content. Et en fait, on arrive à montrer où est le spectre. Enfin, où sont les valeurs propres? Les valeurs propres, on peut montrer qu'il y en a. Alors, cette fois-ci, c'est sûr qu'il y en a une entre une racine de GH et la valeur la plus petite. Alors, que j'appelle U1, c'est la valeur la plus petite, ça c'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement la première. On est sûr qu'il y en a une ici. Donc, on a trouvé deux valeurs propres. Alors, ici, je me suis mis dans un cas où n est égal à 4. 4, la matrice, c'est une matrice 8. Donc, je devrais avoir, a priori, 8 valeurs propres en temps de multiplicité. J'en ai deux, ben, ça veut dire qu'il en reste pas 6 qui sont, en fait, dans ces ronds, qui sont ici. Donc après, il n'y a plus qu'à les trouver. Et si on arrive à les localiser, on sait par exemple, si on veut faire 4, on est complexe, on n'est pas complexe. On est hyperbolique, on n'est pas hyperbolique, on est en même. Alors on se dit, bon, ben, évidemment, on peut faire ça pour n quelconque, mais la problématique, c'est que si je regarde cette fonction, f de c, je cherche quand c qui est égal à 1, c'est ça, les valeurs propres, c'est celle qui vérifie f de c égale 1. Alors là, j'ai tracé, par exemple, j'ai pris 4 valeurs pour. J'ai pris 1, 2, 3 et 5. J'ai pris les cartes un peu pour en faire tout à l'heure. Donc, quand vous tendez vers moins l'infini, ben, c'est évident que ça tend vers 0. Quand vous tendez vers plus l'infini, ça tend vers 0. Quand vous approchez de la première valeur U1, ben, ça tend vers l'infini. Tout est positif, donc ça c'est assez gentil. Alors vous savez que vous avez coupé quelque part ici et ici. De l'autre côté, c'est symétrique. Quand vous avez une partie de l'infini, vous n'allez pas 0. La question, c'est est-ce que vous avez une chance de trouver des valeurs propres réelles au milieu? Ben, il faut, ben, vous voyez qu'en fait, des fonctions ici, elles partent toujours de l'infini, elles remontent vers l'infini, quelque part, il faut qu'elles descendent assez bas. C'est dit à la main. Alors, en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a un espace suffisant entre les vitesses, les UI, pour que ma fonction f de c puisse être quelque part inférieure à 1, ou égale, juste à pause. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a une contrainte globale, c'est qu'en fait, le que c soit entre min et max. Donc, en fait, on peut faire une majoration déjà grossière. Et on se dit qu'il faut que la vitesse maximale moins la vitesse minimale, elle soit supérieure à la racine de GH pour avoir que des valeurs propres réelles. Ça, c'est un peu embêtant parce que ça vous dit quand même qu'il faut que vous ayez déjà. Imaginez que vous regardez ça par exemple de l'océan, les vitesses elles sont faibles, les ondes qui se baladent sont très rapides, et là il faut en fait que vos ondes soient supérieures, enfin il faut que les vitesses entre le min et le max soient supérieures à la racine de GH. C'est pas ce qu'on a. Gamma I, qu'est-ce que c'est? Alors, gamma I, c'est juste la discrimination, c'est 1 sur n.
Si tu veux, c'est l'écart entre les personnes des couches. Ce que j'ai appelé, enfin, j'ai coupé un en n morceaux et puis je les prends toutes égales parce qu'il ne faut pas me casser la tête. Donc en fait, on se retrouve à se dire qu'en fait, on a une contrainte globale qui va faire qu'en fait, on ne va pas avoir des valeurs propres. Enfin, oui, de ne pas avoir de valeurs propres sur la borne. Après, il y a des contraintes localement entre deux UI, justement, parce qu'il faut que ça puisse descendre entre deux UI suffisamment bas. Donc, en fait, c'est un peu entre deux UI consécutifs, on a une contrainte. Il y a un UI, je ne sais plus pourquoi, il y a un qui est au milieu. Donc, en fait, il y a des contraintes et généralement, ça veut dire que vous, ce que vous allez faire en pratique, on va augmenter le nombre de couches. Quand on augmente le nombre de couches, ben, les écarts entre les UI vont être de plus en plus faibles. Donc, ça, on risque de ne pas réussir à. Alors, le Danaï va bouger un peu, mais en fait, globalement, je pense qu'on est toujours le cas où on n'est pas hyperbolique. Donc, numériquement, ben, si on doit jouer ce problème-là, a priori, c'est très difficile d'être hyperbolique parce qu'il faudrait vraiment que les vitesses vérifient cette équation-là. Alors, ce qui sauve un peu le truc, c'est qu'en fait, on se dit, c'est bien, on aimerait bien quand même, quand on augmente le nombre de couches, on converge quelque part, le problème continue. C'est ce qu'on espère tous. Donc en fait, ça, on ne sait pas. Je ne sais pas faire la convergence. La convergence, je ne sais pas changer le nombre de couches. C'est de n à n plus 1, les valeurs propres sont toutes les mêmes. Enfin, c'est plus les mêmes. C'est pas chacune qui correspond. En fait, vous parlez. Si on convergeait vers quelque chose, il ne serait pas du tout hyperbolique. Alors ça, on en a. Ben non, ce qu'on veut montrer là, c'est qu'en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que quand on augmente le nombre de couches, la plus grande en valeur absolue de partie imaginaire tend vers 0. En fait, on a l'impression que quelque part, on augmente le nombre de couches. Les éléments du spectre ne sont pas au même endroit. Hein. Donc, pour ça, je ne sais pas faire une convergence sur les éléments du spectre, je ne sais pas faire. Ce qu'on peut montrer, c'est que la plus grande partie imaginaire, elle est bornée par un terme là-dessus. Quand n tend à l'infini, l'espoir que ça prendra quand même vers 0. Donc en fait, sur le système continu, on sait que là, c'est dans les cas où ça marchait, c'est-à-dire on sait que dans le système continu, il n'y a pas de valeur propre complexe. On prend un U, alors un U qui ne fait pas de valeur complexe, on prend sa discrétisation P0, on prend les couches. Quand on fait la correction P0, on se retrouve avec un système matriciel sur lequel on voit qu'il y a des valeurs propres complexes. Et ce qu'on sait, c'est que quand on fait tendre n à l'infini, la partie imaginaire de sa valeur complexe tend vers 0. C'est tout ce qu'on a réussi à faire. J'aurais bien aimé pouvoir montrer mieux que ça, mais c'est des questions qui sont assez ouvertes. Donc, en fait, tous ces travaux, je pense que je peux montrer des points, tous ces travaux donc, ont été présentés en partie dans la thèse de Chauves et ils sont sur un papier qui est posé sur Anne. Merci. Donc, voilà. On a fait le temps pour des questions. Est-ce que, peut-être s'il y en a à distance dans la salle. Dès qu'on discrétise, le problème continue, on sait qu'a priori, c'est hyperbolique, mais dès qu'on discrétise, il sort de l'hyperbolicité. Là, on parle du problème continu. Je suis transformé par la transformation Fourier-Lagrangienne, oui. Celui-ci, il y a des cas où on sait qu'il est hyperbolique. Hein, si la dérivée seconde enfin, si la fonction est strictement monotone et que la dérivée seconde ne s'annule pas, là, on sait qu'il est strictement hyperbolique. Donc, si on prend ce cas-là, on se dit, voilà, on va faire, je vous donne un profil, je ne sais pas, quelque chose qui soit strictement monotone, soit une proportion constante, enfin, croissante, pardon. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? La conciliation P0. Donc, on prend une fonction comme ceci, on découpe nos couches ici, et ici, on va prendre la moyenne. C'est ça. Donc, ici, on se retrouve avec un système discret. Le système discret, c'est celui qui est ici. Donc, on a ici, alors, les primes, en fait, vous avez trois valeurs de U qui vont se répéter. Donc, vous avez bien U du 3. On commence, U1, U2, U3. Il y a 0, et 0, ça c'est une matrice donc de 2. Là, c'est graphe H1. C'est H2, franchement, et ici, ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, c'est gamma 1 jusqu'à gamma 1.
avec un G devant quelque part, gamma 2, et gamma 3, gamma 3. Il y a du G dans les gamma, donc on ne sait pas. Donc là, on a un système matriciel 6, 6. On sait calculer les valeurs propres, et en fait, elles sont complexes. Si les U1 et U2, U3 sont pas trop loin, elles sont complexes. L'approximation P0, à ton avis, qui fait que nécessairement on a ça ou... C'est une bonne question. C'est qu'il y a des différences de vitesse qui sont du coup brutales aux interfaces. Non, mais en fait, je sais pas quoi dire, parce qu'en fait, dans le problème, dans l'autre problème non transformé par la fonction phi, il peut y avoir des grandes variations de vitesse, ça ne me gêne pas. Voilà. Je vous montrais que tu étais dans le profil linéaire. Dans le profil linéaire, il faut faire attention à la fonction phi qui transforme un peu tout, mais dans le profil linéaire d'un côté et de l'autre, dans le problème, c'est pas le même problème. Je reconnais que nos limitations, c'est ça, mais dans le problème, il peut y avoir des grandes différences de vitesse. Je me pose la question, est-ce qu'il y a de la physique dedans? Est-ce que c'est un problème physique? La dérivée seconde, elle ne s'annule jamais, donc il ne peut pas y avoir de point d'inflexion. Il peut y avoir des grandes variations de vitesse, mais, Oui, non, mais ça ne peut pas augmenter du milieu. Enfin. Et là, je ne sais pas. En fait, je ne peux pas te répondre parce que j'avoue que il y a des choses qu'on arrive à montrer, mais en fait, il y a quelque part une grande insatisfaction au sens où on n'arrive pas à montrer tout ce qu'on voulait. Donc, idéalement, on voulait le montrer sur le modèle qu'on utilise pour résoudre le problème. C'est celui de départ discrétisé. Après, on s'est dit peut-être que sur celui-là, puis on peut s'amuser à discrétiser celui-là, mais celui-là, en fait, souvent, ça ne marche pas très bien. Est-ce qu'il faut en déduire que numériquement, faire les approximations P0 sur la verticale, c'est une mauvaise idée? Je n'ai pas dit ça. Non, mais, tu dis ce que tu veux, mais je n'ai pas dit ça. C'est intéressant quand on essaie de résoudre numériquement et qu'on se dit. Je ne suis pas sûr qu'avec du P1, ça sorte beaucoup mieux. En fait, c'est simplement parce que je sois P0 ou P1, quelque part, la contrainte que tu vas avoir, ça va être toujours. Alors oui, c'est vrai que tu fais du P1, tu ne vas peut-être pas avoir la même formulation, mais ça, c'est ça qui ressemble le plus quand même à la version intégrale. Ça ressemble beaucoup à l'intégrale entre 0 et 1. D'ailleurs, si les 8 sont discrets et P0, c'est exactement à l'intégrale. Il y a une question à distance, parce que donc c'est Boniface. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'aurais une petite question sur le transparent 27, où il me semble que dans ce travail de Sergueï, il y a une couche de cisaillement. Est-ce que c'est bien celui-ci? Alors, dans ce papier-là, je n'ai pas souvenir qu'il y ait une couche de cisaillement. En fait, là j'ai écrit le théorème tel qu'il a écrit dans son. C'est pour ça que je l'ai laissé en anglais, hein, c'est tel qu'il est écrit dans son système. En fait, il ne parle pas là, il parle de la physique, là, justement. Oui, mais il y a marqué of shear shallow, donc il y a du cisaillement. À cet endroit-là, je n'ai pas souvenir. Non, enfin, je peux retrouver le papier, j'ai le papier. Hein. Je n'ai pas souvenir qu'il ait rajouté un cisaillement quelconque dans son. Parce que je crois que c'est à 3 couches, ce papier, c'est à 3 couches ou pas? Non, là, il fait le cas général de. Enfin, cette partie-là. D'accord, ok. Moi, je n'ai pas le papier. Merci. Et on continue. Là, il traite le continu. C'est pour ça qu'il utilise le théorème, des formules d'analyse complexe. Il calcule avec l'intégrale, il ne pas avec les sommes discrètes. D'accord. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Bien, merci encore.